Très bien, bonjour à tous, donc bienvenue pour ce direct avec le Club de la Presse. On revient aujourd'hui sur les violences faites aux femmes, double peine du confinement, point d'interrogation, on va y répondre ensemble. Avec moi donc deux invités. Alors au milieu, Léa Toledano, donc vous êtes présidente du CIDFF. Donc le CIDFF, c'est le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles du Bas-Rhin. Je résume peut-être, mais vous pourrez en parler un peu plus longuement. Le but, c'est d'informer sur les droits des femmes, favoriser l'autonomie aussi des femmes et promouvoir l'égalité de manière générale homme-femme. Donc votre profession, c'est avocate. Tout à fait. Voilà, on a l'occasion de voir un petit peu sur les côtés juridiques. Et donc au bout, donc ce sera à gauche de l'écran, c'est à ma droite, Anna Matteoli. Donc vous êtes aussi au CIDFF, mais en tant que directrice adjointe. C'est ça. Donc bienvenue à vous deux. Donc on va un petit peu voir cette question du confinement et des violences aux femmes, comment ça s'est passé. Vous pouvez poser vos questions sur Facebook, en commentaire de cette vidéo, et nous en tiendrons compte au fur et à mesure de ce direct. Alors, le confinement, peut-être déjà avant d'arriver vraiment sur le fond du sujet, comment ça s'est passé pour vous pendant cette période? Peut-être comment ça se passe maintenant dans ce déconfinement au CIDFF, on peut peut-être dire le centre, ça sera peut-être plus simple pendant ce direct, à partir de mi-mars, et comment ça s'est passé en termes d'accueil, de permanence, qu'est-ce que vous faites d'habitude et qu'est-ce que vous avez fait différemment? Je ne sais pas qui veut commencer. Je te laisse répondre, t'étais au feu, toi. Donc Anna Matteoli. Bon, je commence et tu complètes alors. Par rapport au confinement et au fonctionnement du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, c'est vrai que comme tout le monde, on a été impacté par le confinement, et très rapidement on a réagi, toute l'équipe a réagi, on est 22 salariés au CIDF. On a réagi pour continuer à proposer nos services. Et évidemment, on ne pouvait plus le faire en présentiel, et on a proposé des permanences téléphoniques, on a fait des entretiens en visio, on a communiqué sur nos réseaux sociaux. Donc on a essayé de maintenir un lien avec le public qu'on reçoit habituellement au CIDF. Donc c'est vrai que ça a posé beaucoup de questions au niveau de l'organisation, mais on peut dire qu'on a réussi à maintenir un service minimum, et on a développé des manières d'agir qui sont un peu différentes, puisqu'on travaille beaucoup en présentiel, et là on a commencé à travailler aussi en visio. On a fait Justement, est-ce que les relations avec les personnes reçues, elles ont évolué? Est-ce que c'est plus compliqué à distance, ou peut-être aussi peut-être pas des gens qui n'oseraient pas franchir la porte et qui sont plus à l'aise en visio? Alors, je pense qu'on peut répondre de deux manières à cette question. C'est vrai que certaines personnes peuvent se confier plus facilement derrière un écran ou derrière un combiné. Et d'autres personnes ont besoin d'avoir un contact physique avec la personne. Et puis, il faut surtout pas oublier qu'il y a plein de personnes qui ne peuvent pas... qui n'ont peut-être pas d'accès Internet, qui ont des problèmes pour téléphoner, la question du forfait. Donc il y a quand même, je pense, toute une catégorie de personnes qui ne peuvent pas accéder aux services par visio. C'est compliqué d'installer Zoom, d'installer Google Meet. Donc, ouais. Vous voulez peut-être compléter, Léa Toledano? Je confirme qu'effectivement, le rapport avec les personnes qui ont besoin de nos services, forcément, on a l'habitude, nous, d'accompagner des gens, comme disait Anna, en présentiel. Et ce sont des gens, parfois, souvent, qui sont très éloignés du monde numérique, du monde digital, des personnes âgées, parce que les personnes âgées sont victimes de violences aussi, des gens qui sont démunis sur le plan de la langue, donc qui vont venir à nos permanences et qui vont s'aider soit par une amie, soit avec des gestes. Là, au téléphone, en allant discrètement aux toilettes pour se cacher de son époux, de son compagnon, forcément, délicat, ça limite terriblement l'accès. Et c'est ce qui nous a...
on était vraiment désemparés pour ces personnes-là. Donc il y a un soulagement de reprendre maintenant avec ce déconfinement certaines permanences. Je ne sais pas combien de pourcents de votre activité vous arrivez à être. Je pense qu'il y a quand même ce problème de ne pas être trop tous ensemble dans les bureaux, tous en même temps. Comment ça se passe depuis le 11 mai pour vous ? Alors on a justement réagi aussi rapidement pour remettre en place des permanences, mais il est important pour nous d'assurer la sécurité des salariés, la sécurité du public. Donc on a des visières, on a des masques, on a comme des hygaphones. Donc, mais on s'assure de permanence à minima sur Strasbourg, à Guenot. On va repartir à Schirmeck, Saverne, enfin plein d'autres permanences. Donc, ce qui est important aussi, c'est de savoir qu'on fait des permanences de proximité et qu'on essaie de les remettre en place assez rapidement. Et pour répondre à votre question de combien de pourcentage de notre travail on effectue, je pense que 100%. Et en présentiel, on essaie d'y être à 50%. Parce que tout le travail de permanence téléphonique continue. Oui, bien sûr. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut prendre rendez-vous dans notre structure pour parler d'une question de violence au sein du couple, il est possible de prendre rendez-vous et de venir soit à Strasbourg, soit à Guenot et dans d'autres permanences. Vous voulez compléter ou on passe peut-être au cas des violences, puisque c'est le sujet de cette conférence. Alors, en France, le bilan, c'était 44% d'intervention en plus par rapport à 2019 sur la même période. Est-ce qu'on a un ordre de grandeur pour le Bas-Rhin, puisque c'est là votre domaine d'intervention, ou même un ressenti général? Est-ce qu'il y a eu beaucoup plus d'interventions à l'image du reste de la France pendant ces 2 mois de confinement? Alors les chiffres pour le Bas-Rhin, moi je ne les connais pas encore, je pense que c'est le cas pour toi aussi. On n'a pas encore les chiffres spécifiquement pour le Bas-Rhin, mais je crois qu'ils devraient arriver bientôt. Après, ce qu'on peut dire au niveau du ressenti, c'est... alors, j'ai fait un petit sondage autour de moi avant de venir, donc évidemment... Donc chez les autres avocates. Chez les autres avocats et aussi, bon, évidemment, au niveau du CIDFF, on a regardé un peu nos stats, entre guillemets, et on est sur un rythme d'intervention qui est quasi identique, très légèrement en baisse, en fait. Oui. Et au niveau du ressenti, donc autour de moi, j'ai pu demander à plusieurs consoeurs, confrères, comment eux, qui ont l'habitude d'appréhender des situations de violence, et ce qui est revenu pas mal, c'est contre-intuitif, mais en réalité, peut-être moins de sollicitations, à une exception près, moins de sollicitations que d'habitude. Parce que c'est sûr que le jour où le confinement a été annoncé, moi j'ai pensé aux victimes de violences comme plein de gens, je pense, mais avec cette image qui m'est venue d'une porte de prison qui se referme d'une victime avec son bourreau. Et sans perspective, c'est-à-dire qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et donc je me suis dit, ça va être, et c'est ce que d'ailleurs toute la presse en a fait écho tout de suite en disant les victimes de violences, qu'est-ce qui va se passer? Donc intuitivement, on s'attendait à une explosion, y compris je pense à l'association. Et en fait, et aussi au niveau de mon activité professionnelle et de celle de mes confrères et consoeurs, et finalement ça a été pas si explosif que ça. En revanche, ce qu'on a constaté, c'est que les situations de violence existantes se sont aggravées, et donc des personnes qui étaient suivies ont pu le relater. On a pu aussi voir, surtout maintenant, depuis le déconfinement, que ce qui est l'obstacle majeur, c'est qu'évidemment, dans une situation de confinement, l'accès à l'intimité, à pouvoir passer un appel sans la présence de l'autre. Et il faut savoir que dans les situations de violence, le téléphone, c'est un enjeu pour l'auteur des violences. C'est quelque chose qu'il va surveiller de manière très intense parce que c'est l'objet qui permet à sa victime de s'échapper. Ouais. Donc c'est évidemment, même si c'est contre-intuitif, de penser qu'il y a eu moins pour les professionnels, moins ou pas plus d'appels pendant cette période. En réalité, ça s'explique assez bien.
Alors on va prendre déjà des premières questions. Ça réagit fort, il y a énormément de monde qui nous suit, ça réagit fort, tout de suite on est dans le vif du sujet par rapport à ce que vous disiez, madame. Les femmes battues vivent dans la peur permanente, dans la souffrance, dans l'incompréhension, dans une compassion telle que l'on entend ici et qui n'aboutit pas. Les femmes qui subissent la violence de leur conjoint ont besoin que les flics interviennent d'une manière drastique. Voilà, c'est une femme qui prend la parole. Alors, il faut savoir que la situation avec les forces de l'ordre n'est plus la même qu'il y a 10, 20 ou même 5 ans. Aujourd'hui, de plus en plus, les forces de l'ordre sont sensibilisées, formées. Nous-mêmes, on assure des formations pour les policiers et les gendarmes, pour l'accueil et l'écoute. Les instructions au niveau hiérarchique sont très claires. Il faut traiter les plaintes, il faut accompagner les victimes de violences, les prendre au sérieux. Après... C'est un de ces paradoxes du confinement. Il y a eu plus d'interventions, je reste toujours sur des chiffres nationaux, on l'a dit, et pourtant il y a moins de plaintes de manière générale. Alors moi j'ai l'exemple du Val d'Oise où il y a eu moins 20% de plaintes. Est-ce qu'il y a eu des difficultés pour peut-être l'étape suivante, ces dépôts de plaintes? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté? Alors, effectivement, le problème, c'est que effectivement, les forces de l'ordre sont formées et ont des instructions dans le sens du recueil de plaintes, etc. Mais malheureusement... En temps normal, c'est ça? C'est surtout que ça repose sur l'individu qui va recevoir la plainte. Et l'individu qui va recevoir la plainte, un gendarme ou un policier, parfois, c'est celui qui n'a pas été formé ou qui n'a pas été sensibilisé. Et forcément, ça rend l'intervention, ça rend la prise en compte plus compliquée. Et c'est vrai qu'on a des situations, et donc au CIDFF particulièrement, peut-être que tu veux en parler. Oui, comment ça se passe ces formations avec les policiers? Non, je parlais de la prise de plainte. Et de la prise de plainte, ouais. En fait, peut-être aussi pour redire un petit peu comment ça s'est passé pendant cette période de confinement, ce qui est aussi important à noter, c'est qu'il y a un réel partenariat des acteurs et des actrices du territoire pour réagir au mieux par rapport à des situations de violence. Et dans ces partenaires, il y a également la police et la gendarmerie. Donc il nous est arrivé de téléphoner par rapport à une gendarmerie, par rapport à un dépôt de plainte. Donc c'est vrai que ce qui est important il me semble, à relever, ce que disait Léa, c'est que les choses se sont quand même améliorées, en tout cas au niveau du partenariat, et il peut être tout à fait possible de joindre un gendarme et de lui dire, voilà, on a cette personne qui va arriver, elle veut déposer plainte, et notre travail est aussi de préparer peut-être l'arrivée de la personne. Mais après, c'est sûr qu'il peut y avoir des ratés dans les accueils et dans toutes les structures. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut relever. Est-ce que c'est possible, après un raté, comme vous le dites, de redéposer plainte ou de demander qu'un autre policier ou un autre gendarme ou de peut-être porter plainte auprès d'une femme, est-ce que ça change aussi quelque chose? Disons que si effectivement il y a un raté par rapport à un dépôt de plainte à un moment précis, on peut retourner le déposer lendemain plainte. ou et puis si on n'a pas envie d'aller dans ce lieu-là, on peut aussi utiliser la plateforme. La plateforme. Alors la plateforme, c'est Arrêtons les violences, voilà, c'est ça? Oui, c'est ça, où on peut aussi signaler des faits. On peut signaler des faits aussi au procureur de la République. Donc il y a différentes manières de porter à la connaissance de la société ce qui se passe dans l'espace privé. Et peut-être aussi pour parler un petit peu des particularités du confinement et des violences, c'est vrai que nous, au niveau du CIDF, on n'a pas constaté, comme disait Léa, une hausse très importante de signalement au sein du CIDF. Mais ce qu'on a pu noter, c'était quand même aussi le fait que les voisins ou bien des personnes extérieures ont pu contacter la police. Et ça, c'est quelque chose aussi d'important parce que ça montre que c'est un sujet vraiment d'importance aujourd'hui. Il est quand même exceptionnel, et je crois qu'il faut le noter, que un des premiers sujets de discussion après, à partir du confinement, c'est cette question des violences, les violences au sein du couple. Et je pense que si on a un tout petit peu de recul par rapport à cette question,
on voit quand même la progression de cette prise en compte dans la société. Ouais, il y a encore plein de choses à faire. Par l'entourage, oui. D'accord. Il y a énormément de réactions, c'est pour ça que je me permets d'interrompre, excusez-moi. Ces femmes et leurs enfants sont en danger en permanence. Mesdames, intervenez auprès de la justice, portez plainte, signalez ce que vous voyez, comment peut-on faire pour que ces enfants et ces femmes soient protégés. Il y a vraiment besoin il y a beaucoup de demandes concrètes. Comment ça se passe, comment les femmes peuvent... Un homme qui bat une femme ou un enfant doit être jugé sur la place publique. Ce débat exige la colère. Il y a beaucoup de femmes en colère, apparemment. D'accord. Voilà. C'est sûr que ce sujet-là, il peut prendre aux tripes, forcément. Forcément, on peut imaginer, quand on imagine ces situations de femmes, d'enfants qui vivent avec, on peut imaginer des personnes parfois extrêmement violentes. Mais la violence psychologique, parfois, ça peut être une forme de violence extrême. De harcèlement, humiliation, des choses comme ça. Humiliation, effectivement, voilà, de diminuer et d'humilier constamment quelqu'un, des insultes, que ce soit sa compagne, son épouse, les enfants. C'est particulièrement violent et ça prend aux tripes et ça énerve. Et c'est pour ça qu'on s'est engagé dans ce combat-là. Après, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je ne sais pas si la personne qui interpelle, elle parle pour elle ou pour les autres, mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'une victime de violence, une personne qui est victime de violence, prendre cette situation en main, c'est un chemin qui lui est propre. Et de décider à sa place qu'il faut tout arrêter, qu'il faut aller déposer plainte, qu'il faut mettre le conjoint violent à la porte, etc., c'est lui imposer encore une volonté extérieure. Donc alors que vous ne saisissez jamais une institution ou la police indirectement, à la place d'une victime ou de quelqu'un qui vous rapporte des faits. Tel qu'on le conçoit, c'est d'accompagner les victimes. Ouais. C'est de leur donner les outils, de renforcer leur confiance, de les aider par le chemin de l'emploi, par exemple, pour une personne qui dépend économiquement d'une autre. Le chemin de l'emploi ou savoir comment faire garder ses enfants, etc. Tout ça, c'est des éléments qui permettent de gagner en autonomie et d'avancer. C'est très important, la façon d'accompagner les victimes. Et je crois que c'est important de dire qu'il faut laisser... renforcer les capacités de la personne, son autonomie pour qu'elle prenne sa décision, et c'est des décisions qui vont durer dans le temps. C'est vrai que quelquefois on peut avoir cette position de justicière, mais on va prendre une décision qui ne va pas être la décision de la personne, et finalement on sait très bien que dans les situations de violence, les femmes peuvent retourner chez l'auteur des violences, et notre travail, c'est de vraiment leur redonner confiance en soi, travailler sur leur estime pour qu'elles pensent qu'une autre issue est possible, et que l'issue n'est pas de retourner chez monsieur qui a passé un temps fou à lui dire qu'elle n'était capable de rien, que sans lui, elle n'est bonne à rien. C'est des choses on parlait de harcèlement, d'insultes, et c'est des choses qui peuvent affecter une personne de manière très importante. Et notre travail, à nous, et toutes les associations et toutes les structures qui travaillent sur la question des violences, c'est effectivement de renforcer les capacités de la personne et de l'accompagner dans sa prise de décision par rapport à la sortie des violences. Et puis, vous aviez parlé aussi des enfants. C'est vrai, c'était plutôt la question, je crois. C'est vrai que là, on est dans une situation un peu différente parce que ce sont des enfants qui sont exposés aux violences, et on les considère aujourd'hui comme des victimes. On a tout un service au CIDF pour les aider. Et c'est vrai que là, notre rapport à la situation va être un peu différent, parce que quand on est en présence d'une personne majeure, eh bien, c'est la personne majeure qui décide. Si pour une personne mineure, la situation sera un peu différente. On peut aussi faire appel à la société de manière un peu plus forte. Parce qu'il y a la question de la plainte, mais il y a aussi, je pense, quand on pense aux violences, la question de la mise à l'abri. Est-ce que quand quelqu'un vient vous voir, est-ce qu'elle peut être tout de suite mise à l'abri? En plus, pendant le confinement, il y a eu beaucoup de gens qui ont été mis à l'abri, mais est-ce que ça a pu suivre côté femmes, puisque c'était aussi la question des sans-abri? Comment ça se passe quand on se sent vraiment en danger imminent, ou régulier?
comment cet aspect-là est traité? Alors là aussi, comme je vous disais tout à l'heure, on travaille avec des partenaires et évidemment les partenaires de l'hébergement. Donc on va passer aussi, comme tout le monde, par le 115, sauf qu'il y a un programme... Donc l'hébergement d'urgence, quoi. Voilà, un programme spécifique pour les femmes victimes de violences. Et c'est vrai que par rapport à certaines situations, on a pu activer le 115 pour avoir une place pour une personne qui était en demande, mais qui venait du nord de l'Alsace, et on avait trouvé une place pour cette personne à Strasbourg, et puis on a eu un suivi, il y avait un taxi qui était aussi réservé pour qu'elle vienne à Strasbourg, et finalement elle n'est pas venue. Donc elle n'est pas venue quand le taxi était devant chez elle, c'est finalement, ça? elle n'a pas voulu partir de Wissembourg parce que finalement, on s'aperçoit que c'était trop rapide pour elle. Donc après, évidemment, on n'a pas des solutions. Le problème de l'hébergement est une question vraiment importante et on essaie d'activer certains réseaux pour trouver des solutions. Il faut quand même encore améliorer la situation, si je comprends bien. Je pense que c'est quelque chose qui vous sera dit par tout le monde et par les acteurs de l'hébergement. Le réaffirmer, ouais. Après, c'est intéressant parce qu'à Strasbourg, c'est le président de la Chambre de la famille au tribunal qui l'indiquait, c'est que pour l'éviction des conjoints violents, est-ce qu'on enlève finalement, est-ce qu'on sort madame ou est-ce qu'on sort monsieur, quoi, en situation de confinement, en gros, la question c'est si je signale les faits et qu'il le met dehors, il va aller où? Parce que même un conjoint, même dans une relation de violence, il peut y avoir quand même de l'inquiétude, voire de l'amour pour cette personne. Donc il y a une inquiétude parallèle. Et ce que disait donc, le président de la Chambre de la famille disait qu'il y a eu un système mis en place. Ils ont trouvé une solution pour reloger temporairement les conjoints violents. À l'occasion du confinement. Voilà, pour permettre aux victimes et aux enfants, quand il y en avait, de pouvoir rester dans leur logement et ne pas être dans des situations où 115... Enfin, donc là, c'est un progrès. Mais alors, on a trouvé des solutions rapidement en période de confinement, alors que ça fait des années que la situation se pose et que, que vous les demandez. Après, voilà, il faut y réfléchir. On va reprendre une nouvelle réaction. J'essaye de synthétiser parce qu'il y a énormément de réactions. La violence psychologique n'est pas reconnue auprès du juge, il n'y a pas de traces. Il faut que la peur change de côté et il y a plusieurs personnes qui rendent hommage à votre travail, mesdames. Vos paroles sont importantes, vous éveillez les consciences, vous rendez visibles les violences. Merci, mesdames, pour votre engagement. Tout est dans l'éducation, tant des femmes que des hommes. Et une réaction surtout que la garde des enfants est souvent un maître dans la balance. La JAF peut donner la garde des enfants à une personne violente. Alors la personne, pour ne pas perdre ses enfants, doit choisir entre la violence et ses enfants. Donner plus de moyens et former des gens sur les structures d'accueil, car ces femmes sont souvent sans travail et ont peur pour les enfants. Et une autre question intéressante, mais vous allez sans doute y répondre précisément, pourquoi ne pas suivre l'exemple espagnol qui a diminué drastiquement ces violences ? Voilà, j'ai dit tout en vrai. En tout cas, il y a aussi beaucoup de témoignages, hommages à votre travail. Voilà, on n'est pas que dans les choses. Peut-être, je sais pas, le cas espagnol, c'est peut-être la dernière question, mais peut-être d'autres choses qui vous ont interpellé. Parce qu'il y a un point important, il y a beaucoup de choses importantes dans les questions, mais il me semble qu'il y a un point assez important, c'est effectivement... l'impact des violences au sein du couple sur les décisions relatives aux enfants. Et c'est vrai que pendant très longtemps, dans notre droit et dans la pratique des tribunaux, on considérait qu'être un conjoint violent ne permettait pas de douter des capacités éducatives du parent violent. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on voit encore dans certaines décisions. Peut-être que Léa aura des exemples. De moins en moins. De moins en moins. Mais la loi évolue. Et on peut noter qu'il y a une loi importante du 28 décembre 2019 qui justement pose des limites et qui précise aujourd'hui qu'il faut sortir de cette représentation que un conjoint violent peut être un bon père. Aujourd'hui, on est dans une situation un peu différente, enfin je dirais très différente,
Le postulat de base, c'est un conjoint violent n'est pas un parent à qui on peut confier l'ensemble des droits qui lui appartiendraient. Donc, on peut imaginer que, comme la loi le dit, les tribunaux vont aller dans un sens qui va aller dans le sens de la loi et qu'on verra de moins en moins de situations qui peuvent heurter, par exemple, des situations dans le cadre d'ordonnances de protection où le juge des affaires familiales attribue le logement à la victime, reconnaît la vraisemblance des violences, attribue le logement à la victime, met une interdiction d'entrer en contact avec l'auteur et la victime, et en parallèle, par rapport à l'autorité parentale, dit, ben voilà, ça se passe comme d'habitude, l'autorité parentale est conjointe, et mettez-vous d'accord pour les droits de visite et les droits d'hébergement. Donc ça, c'est vrai que ce sont des situations à risque, et aujourd'hui, la loi a un petit peu changé. Et il faudra un petit peu attendre sur... il faudrait obtenir des premiers jugements qui intègrent cette loi, où il y en a déjà quelques-uns. Même avant, même avant la loi, il y avait quand même des décisions qui mettaient en avant le fait qu'un conjoint violent, peut-être que par rapport à l'autorité parentale, il fallait amener quelques garde-fous. Mais disons que maintenant, la loi légitime le rôle du juge pour aller dans ce sens-là. Donc il a la loi pour lui et donc on aura de plus en plus de jugements dans ce sens-là. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais... En tout cas, on espère que ça va être pris en compte. Et juste aussi, un point sur les violences psychologiques qui ne sont pas prises en compte par le juge. Rebondir là-dessus. C'est vrai et c'est pas vrai. Le droit, nous sommes dans un état de droit et donc on répond à des règles de droit. Et dans ces règles, il y a les règles de preuve. Et ces règles de preuve, elles nous protègent tous. Ça nous protège d'être accusés de manière de choses qu'on n'a pas commises, parce qu'avant de nous priver de certains droits, on doit prouver qu'on a commis des actes qui nous privent de certains droits. Et donc ces règles de preuve disent que les violences, pour pouvoir être prises en compte sur le plan juridique, attention, ça ne veut pas dire que des accueils par association, des choses ne sont pas possibles, mais sur le plan juridique et pour que ça ait des conséquences juridiques, il faut que ces violences puissent être prouvées. Et évidemment, nous, dans notre travail, que ce soit mon travail en tant qu'avocate ou dans l'association, évidemment, pour nous, c'est très compliqué parce que souvent, les violences sont commises dans un cercle restreint, sans témoins, etc. Et les violences psychologiques, on dit, les violences psychologiques ne laissent pas de traces. Et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'elles ne vont pas être prises en compte par le juge. Elles sont plus difficiles à prouver, j'imagine, devant un tribunal. Mais on peut quand même prouver des violences psychologiques. D'abord parce que souvent, ces violences psychologiques, si on parle mal à quelqu'un dans la vie, en général, quand on lui envoie un message, on va lui parler mal aussi. Donc on peut avoir des SMS, des emails qui peuvent déjà témoigner d'une manière de s'adresser à l'autre. Et des violences psychologiques, elles ont un impact fort sur la personne. Et dans le cadre d'une expertise ou dans le cadre d'un certificat médical, même un certificat médical par un médecin traitant, et si possible par l'Institut médico-légal, on va pouvoir constater que ces violences ont tellement imprégné la personne qu'elles les rendent vraisemblables. Donc c'est beaucoup plus difficile à prouver, et c'est pour ça que parfois on a l'impression qu'elles ne sont pas prises en compte, mais quand elles sont prouvées, elles sont prises en compte. Lors de ce confinement, c'était une annonce du gouvernement, il devait y avoir une priorité de traitement pour les cas de violence aux femmes. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez constaté ici dans le Bas-Rhin ou... Sur le plan judiciaire, oui, vous voulez dire ? Sur le plan judiciaire, tout à fait, oui. Alors, là, je vais répondre. En gros, sur le plan judiciaire, énormément de pans de l'activité judiciaire se sont interrompus. Et concrètement, ce qui a continué à être traité, ce sont les... Comparution immédiate. Voilà, j'allais dire les flux entrée-sortie de prison. Oui. Donc les comparutions immédiates, effectivement, et les détentions provisoires, etc. Et les domaines relatifs aux enfants, juge des enfants dans des situations urgentes, et les violences faites aux femmes. Il y a encore 2-3 trucs, mais c'était vraiment un des éléments les plus qui a été d'emblée mis en avant. Les violences faites aux femmes sont traitées en priorité et du coup très rapidement, puisque les juges aux affaires familiales finalement n'avaient quasiment moins de dossiers plus que ça à traiter. Quand donc on forcément ça allait vite.
Et aussi au début de ce confinement, il y a eu certaines remises en liberté de personnes en détention provisoire ou en fin de peine. Est-ce que ça a eu un effet, donc c'était pour un petit peu désengorger les prisons et éviter que ça devienne des foyers de contamination. Est-ce que ça a eu l'effet de aussi remettre des conjoints violents en liberté et créer des nouveaux problèmes? Est-ce que, voilà, des cas de violence, est-ce que vous avez eu vent de ces cas-là? J'ai pas assez, enfin pour ma part, et au niveau du CEDF, on n'a pas assez d'éléments pour pouvoir répondre avec justesse à cette question. Il n'y a pas eu d'effet massif, quoi, sinon vous l'auriez repéré. Voilà, je peux pas trop dire, j'ai pas trop d'éléments sur cette question-là. Je peux juste dire qu'effectivement, un auteur violent en présence d'une victime sera violent. Donc, mais bon, bien sûr. Pas trop d'intérêt. Mais ce qu'on peut noter, c'est que aussi, pour préparer notre intervention aujourd'hui, j'ai regardé un petit peu ce qui s'était passé aux comparutions immédiates pendant le confinement. Je me suis dit, c'est quand même un bon indicateur, parce que souvent, les comparutions immédiates... Non, pas juste sur les violences aux femmes, du coup. Non, les comparutions immédiates, qui, du coup... Dont le non-respect du confinement. Exactement, dont le non-respect du non-confinement. Mais vous avez vu que l'infraction, enfin, je digresse, mais l'infraction est en passe de devoir être cassée par les plus hautes instances. Donc peut-être qu'elle me distrait. Voilà, le scoop. Voilà le scoop, mais c'est une digression. Mais j'ai regardé les comparutions immédiates pour voir un petit peu qu'est-ce qui avait été fait, et parce qu'en temps normal, il y a beaucoup dans les comparutions immédiates de situations de violence, et curieusement, encore une fois, de manière contre-intuitive, assez peu. Ouais. Il y a très peu de décisions sur des violences par conjoint. D'accord. Mais tout à l'heure, dans les questions, il y avait aussi un point, ou dans les remarques, il y avait un point qui me semblait important à relever. C'est vrai que c'était la question de l'éducation, puisque ce qui est très intéressant dans cette période, c'est la mise en avant dans l'espace médiatique, dans l'espace public, de la question des violences faites aux femmes, des violences au sein du couple. Mais je pense qu'il est important de se dire que le confinement, on va dire, c'est l'occasion, entre guillemets, des violences, mais c'est certainement pas la cause. Et donc il faut réfléchir à des moyens de prévention, de lutte qui dépassent cette période particulière du confinement. Et évidemment, on revient sur les questions de l'éducation, les questions des rôles des femmes et des hommes dans notre société. Et ça revient à un de nos objectifs au CIDF, travailler sur l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est quelque chose qui me semble très important aussi à remettre dans la discussion quand on parle des violences faites aux femmes. On n'est pas uniquement dans la recherche de moyens techniques pour répondre à une violence, parce que c'est très très essentiel, hein, je ne suis pas en train de dire le contraire, mais je pense que cette mise en avant pousse notre société à réfléchir de manière plus globale sur les inégalités entre les femmes et les hommes dans notre société. Et je pense que c'est aussi un débat important à avoir, d'autant plus qu'on a la chance de pouvoir en discuter de plus en plus, puisqu'on s'y intéresse de plus en plus. C'est plus uniquement, on va dire, des associations de femmes, des associations féministes. Il y a des jeunes qui s'y intéressent, il y a des hommes qui s'y intéressent, et ça serait intéressant d'aller sur un débat sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Et c'était une des remarques que je me faisais aussi en préparant. Finalement, c'est plus 44% d'intervention. Est-ce que c'est peut-être pas entièrement dû au confinement, mais aussi à peut-être que même sans le confinement, il y aurait eu peut-être pas plus 44%, mais peut-être aussi plus d'intervention. Est-ce que ça, c'est un petit peu ce que vous disiez, est-ce que vous sentez une meilleure prise en compte, à la fois aussi peut-être par les femmes, des moyens qui existent, quoi, la plateforme, les numéros d'appel, toutes ces choses-là qui sont mieux connues et qui auraient de toute manière amené à plus d'interventions. En fait, on ne sait pas si plus d'interventions c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, quoi. À la fois c'est bien que des gens demandent de l'aide, et à la fois ça veut dire qu'il y a aussi plus de cas, quoi. Mais il est certain que, de la même manière qu'après le hashtag MeToo, les signalements de violences sexuelles ont augmenté dans nos pratiques. On a vu des personnes révéler ce qui leur était arrivé et trouver la force d'en parler. De la même manière, je pense que tout ce qui s'est passé depuis le mois de septembre jusqu'à la loi de la fin du mois de décembre, le Grenelle des violences, tout ça a amené déjà des personnes à prendre conscience que ce qu'elles vivaient,
c'était des situations de violence. Il y a une forme d'autocensure aussi. Enfin, il y a peut-être toujours d'ailleurs. Mais... ça veut dire que de se faire insulter tous les jours, certaines personnes, certaines victimes ne pensaient pas qu'elles étaient victimes en se faisant insulter tous les jours. Donc cette prise de conscience-là, forcément, elle a amené aussi des femmes, des hommes aussi d'ailleurs, hein, à révéler plus facilement ce qui leur arrivait. On va reprendre une nouvelle réaction. Un témoignage très intéressant. J'ai déjà été convoqué au commissariat de quartier suite à ma signature sur une pétition par rapport à un homme qui frappait sa femme. La police regrettait la rareté de ses actions et nous a félicités. C'est simplement un acte citoyen. C'est un cas, j'imagine, assez rare, non? Disons que là, ça peut être l'illustration du fait que tout le monde se sent concerné, enfin tout le monde, de plus en plus de personnes se sentent concernées par les violences vécues au sein du couple. Si avant, on considérait que c'était une affaire privée qui... une fois que la porte était fermée, ça concernait la famille. Aujourd'hui, on considère que la société a entré dans ces situations et que on est là aussi tous et toutes ensemble pour protéger ces situations. Et donc, mais c'est ce qu'on a constaté, c'est ce qu'on disait tout à l'heure pendant la période de confinement. Un élément qui me semble assez intéressant à relever, c'est le fait que des voisins ont appelé pour dire là, il se passe quelque chose qui ne va pas. Et je pense que ça, c'est vraiment une évolution, puisque... Ça, vous l'avez vraiment constaté, le côté des voisins. Voilà, donc à notre échelle au CIDF, il est sûr qu'il y a des questions qui sont arrivées par des personnes qui nous ont dit j'entends ça, qu'est-ce que je dois faire? Donc voilà. Et ça, c'est. Je pense alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est plutôt appeler le 3939 ou la police ou... 3919, pardon, oui. Non, non. Je ne sais pas ce que c'est. Non, je ne sais pas, mais je voulais dire 3919. Essayons pour voir. C'est ça, mais je me suis. Mais après, il y a plein de choses à faire. Hein. C'est déjà donné. Alors, on peut essayer dans un premier temps. Alors, ça dépend un petit peu si c'est vraiment. Parce qu'on n'ose pas forcément toquer chez les voisins pour dire. Après, ça dépend. Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez, quoi. Peut-être qu'il faut. Peut-être qu'il faut. Peut-être qu'il faut. Voilà, tout simplement. Ça veut dire que c'est pas normal d'entendre ces bruits. Voilà, une victime de violence, par définition, elle a été isolée. Parce que c'est parce qu'elle est isolée que l'auteur de ces violences, il a cette toute-puissance. Elle n'a personne vers qui se retourner. Et peut-être que de toquer à la porte et de signaler par sa présence que la victime n'est pas seule, c'est déjà une amorce pour que cette victime puisse prendre conscience que ce qu'elle vit n'est pas normal, qu'elle n'est pas seule, qu'il y a peut-être une échappatoire, qu'il y a peut-être une porte de sortie. Il y avait aussi l'idée... Allez-y. Parce qu'après, il y a aussi il y a des petits dépliants 3919 avec les adresses locales hein, qui sont disponibles, je pense, sur le site de la préfecture au niveau de la délégation droits des femmes. Et c'est vrai que ça peut être, on met dans la boîte aux lettres, on met ce petit dépliant. Ou bien s'il y a un tableau d'affichage dans l'immeuble, on peut mettre cette affiche. Et après, par contre, si on craint pour l'intégrité physique de la personne, eh bien là, on appelle effectivement la police. Hein. C'est vrai qu'il faut avoir plusieurs possibilités en tête, mais si on pense que la personne va être blessée ou pire, il faut appeler la police, ça c'est important aussi. Il y a urgence, quoi. Voilà. Si vous voyez quelqu'un dans la rue se faire taper, vous appelez le 17. Le 17, donc si vous voyez quelqu'un se faire taper, vous appelez la police. Ouais. Si vous entendez votre voisin se faire taper, c'est la même chose. Oui. C'est pas spécifique aux femmes. Il y a aussi l'idée de point d'alerte avec les pharmacies, les centres commerciaux. Ça, il me semble qu'il y a eu quand même moins de retours. Je ne sais pas, vous, quelle expérience vous avez de ces dispositifs-là? Alors, c'est vrai que pendant cette période, il a été imaginé différentes modalités pour pouvoir... en disant masque 19, notamment au guichet, si la personne est présente dans la pharmacie, etc. Alors ici, en tout cas sur Strasbourg et sur le Bas-Rhin,
Il n'y a pas eu de permanence dans les centres commerciaux, mais en tout cas, pour notre part au CEDF, on a diffusé, donc on avait les affiches, nos affiches CEDF, on avait les affiches secrétariat d'État aux droits des femmes, et donc toutes les salariés et tous les salariés du CEDF sont allés dans les pharmacies, les centres commerciaux, donc comme on habite tout un peu sur le département, donc on en trouvait... Voilà, au nord de l'Alsace, au sud de l'Alsace. Voilà. C'est comme ça qu'on a participé à la communication sur les numéros de téléphone. Voilà. Mais on n'avait pas de permanence physique. Et puis par rapport aux pharmaciens, on a aussi pu prendre contact, mais c'était plus de manière informelle. Voilà, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de pharmacies à contacter, et peut-être aussi un enjeu de formation. On en parlait avant avec les policiers. J'imagine que les pharmaciens ne sont pas forcément les... Bah, c'est ce que les pharmaciens ont dit, d'ailleurs, quand ils ont appris, apparemment par voie de presse, que ce dispositif était mis en place. Ouais. Est-ce qu'on a peut-être d'autres réactions, questions, ou sinon on enchaîne, J'ai aussi des questions. On arrive tout doucement vers la fin. Des questions sur le phénomène des catégories sociales. Est-ce que cela ne doit pas être évident dans la haute société, ou cela est très discret? Est-ce que les violences faites aux femmes sont plus cachées dans certains milieux? Est-ce qu'il y a des disparités? Alors, ce qui est certain, c'est que les violences faites aux femmes touchent tous les milieux, toutes les origines. Enfin, ça, je pense qu'on ne le dit, enfin, on le dira jamais assez. Il n'y a pas de profil socio-économique ou religieux ou d'origine géographique de l'auteur de violence. Ça touche tout le monde. Après, évidemment, quand on est de la haute société, c'est difficile de révéler qu'on est victime de violence, mais je pense que c'est difficile pour tout le monde. Tout le monde, parce que c'est dire le couple que j'ai construit, c'est un échec. Je n'ai pas su, la culpabilité de la victime, je n'ai pas su me défendre, je n'ai pas su me protéger, j'ai choisi cet homme qui me fait du mal. Donc tous ces éléments-là font qu'évidemment c'est un obstacle majeur, extrêmement puissant à révéler les victimes, les violences dont on peut être victime. Et c'est vrai que pour aller dans ton sens, et en prenant l'exemple de notre travail au CIDF, les personnes que nous voyons dans nos permanences, ce sont vraiment des personnes qui viennent de tous les milieux, et c'est important de le dire parce que ça montre bien que c'est pas le chômage, c'est pas le manque d'argent, c'est pas ça la cause, c'est autre chose. Et ce qui est certain aussi, c'est que par rapport à des personnes qui n'ont jamais affaire à des travailleurs sociaux, qui n'ont jamais affaire à des associations, il est peut-être plus difficile, quand elles sont victimes de violences, d'avoir la bonne information. Donc c'est vrai qu'avoir la bonne information, c'est tout un travail, et c'est là aussi où on revient sur la nécessité de parler de ces questions de manière très large. Eh bien, ça veut dire que toute personne connaît maintenant le 3919 oui. Et donc peut appeler et connaît la plateforme. Voilà, c'est important de communiquer fortement sur les numéros de téléphone. Et puis qu'il y a plusieurs solutions en fait, et peut-être plusieurs manières de les atteindre. Oui, et c'est important aussi de dire que il n'y a pas une solution unique, il n'y a pas un parcours unique, et c'est pour ça aussi qu'on est plusieurs à intervenir sur ces questions. Il y a des acteurs judiciaires, il y a les forces de l'ordre, il y a des acteurs institutionnels, il y a des acteurs associatifs, il y a les médecins, il y a l'Institut médico-légal, et ça c'est important de savoir que il y a un ensemble assez cohérent dans le Bas-Rhin qui répond à ces questions-là. Et un des outils pour y accéder, c'est effectivement les numéros de téléphone qui ont été largement diffusés. Vous parliez de la loi sur les violences faites aux femmes qui a été votée en décembre, qui découlait du Grenelle qui avait débuté en septembre. Est-ce que là, c'était un cas où vous avez, peut-être pas le CIDFF du Bas-Rhin, mais peut-être la Fédération nationale est-ce que vous êtes intervenu auprès des députés, auprès du gouvernement? Enfin, comment ça se passe un petit peu ce lobbying, je ne sais pas s'il y a le bon lobbying et le mauvais lobbying, mais est-ce que vous avez fait ce travail-là? Le bon lobbying. Mais c'est vrai qu'au niveau de la fédération,
On est auditionné sur toutes les lois qui concernent la question des violences, la question de l'emploi des femmes, enfin la question de l'égalité. Et ça s'est passé aussi comme ça pour cette loi. Il y a effectivement une audition de la fédération qui, en général, va demander à l'ensemble des CIDF leur expertise, leur retour sur les dispositions qui sont en discussion au Parlement. Donc ça a été aussi le cas. Donc vous faites votre montée, après la Fédération nationale en prend en compte. Enfin, j'imagine qu'il y a des situations similaires d'un département à l'autre, mais Voilà. c'est un peu la synthèse. Oui, parce que la Fédération aussi s'appuie sur... donc on est 106 CIDF sur l'ensemble de la France, donc elle s'appuie sur nos expertises de terrain et les utilise pour aussi faire des remontées au niveau des pouvoirs publics. Et cette question, alors il n'y a pas que le CIDF, il y a plein d'autres associations. Oui, bien sûr, c'est pas le seul organisme. Mais cette question de la conciliation, de l'autorité parentale, et puis de la séparation du couple quand il y a des violences, c'était quand même une question qui a été portée depuis un certain temps. Et dans la loi, ce n'est qu'en 2010 que ça a été pris en compte, de manière textuelle. Donc voilà, 2010... on était tous et toutes nés. C'était hier. Ouais. C'était hier. Hein. Donc, et il y a encore beaucoup. Et puis bon, il ne faut pas aussi nier l'impact du rapport du Grevio. Le Grevio, c'est un groupe d'experts qui vérifie si la Convention d'Istanbul, qui est une convention du Conseil de l'Europe, s'applique bien dans les pays qui l'ont signée et ratifiée. La France l'a signée et ratifiée. Et cette convention est rentrée en vigueur en 2014. Et dans cette convention, il est inscrit que les États doivent faire attention à la conciliation de l'autorité parentale et des violences conjugales. Donc, c'est quelque chose d'assez nouveau, en fait, qui n'était pas assez surveillé ou pris en compte avant. Voilà. En France, la première fois qu'on en parle, c'est en 2010. La Convention d'Istanbul, c'est 2011. D'accord. Donc il y avait quand même, il faut dire... Et les 47 pays du Conseil de l'Europe ont signé cette convention? Alors, il y a 2 pays qui ne l'ont pas signé, c'est l'Azerbaïdjan et la Fédération de Russie. D'accord, oui. Et au niveau de la ratification, eh bien... oui, il a signé et adopté après par les parlements nationaux. Oui, et pendant le confinement, la Hongrie, comment on dit, la Hongrie a signalé qu'elle ne souhaitait pas aller plus loin parce que... Voilà. Donc, oui, ils ne sont pas concernés. Voilà. Et donc, mais c'est un instrument assez fort qui... Oui, donc des pays plus fermés sur la démocratie ne vont pas au bout du processus, quoi, finalement. Ou qui se questionnent sur l'égalité entre les femmes et les hommes. D'accord, ouais, très bien. Ce qui n'est pas le cas, a priori, en France. En France, il y a de nombreuses dispositions qui quand même montrent que c'est un... C'est comme un objectif porté nationalement. Après, peut-être... Voilà. On pourrait peut-être souvent aller plus vite, plus loin. C'est peut-être sur ça que je voulais vous interroger, là, parce qu'on arrive un peu à la fin. Quelles vont être vos principales attentes là, dans les prochains mois, sur ce début de déconfinement, cette vie avec la Covid voilà, on a vu qu'il y a des choses qui sont mises en place dans ce confinement. Qu'est-ce qui va vous occuper le plus c'est jusqu'à, je sais pas, cet été ou un peu plus? On continue. Est-ce qu'il y aura un effet de rattrapage sur les plaintes, peut-être? Vous y attendez ou pas? Oui, alors on s'attend effectivement à une recrudescence des signalements maintenant que le confinement est levé, que les auteurs ou les victimes ont repris le chemin du travail et donc un espace qui leur est propre et qui leur permet aussi de reprendre leur souffle. Donc évidemment, on s'attend de manière intuitive, en tout cas, et je pense que ça doit commencer quand même à frémir aussi au niveau des permanences, à ce qu'il y ait une recrudescence des signalements et des demandes d'aide. Et nous, on se projette dans ce qu'on fait depuis toujours, c'est-à-dire que accueillir les victimes, les accompagner, les soutenir, essayer d'aller avec elles vers vers leur liberté, tout simplement, vers la prise d'autonomie et de faire ce qu'on faisait avant. On continue à le faire et on espère qu'un jour on n'aura plus besoin de le faire. Oui. Alors c'est vrai que ce qui va nous occuper, c'est
effectivement pouvoir continuer à proposer nos permanences et puis voir un petit peu quand même comment rééquilibrer un petit peu les choses, parce qu'on est une association avec 20 salariés, donc voilà, voir un petit peu comment au niveau des financements on va finir l'année. C'est quand même une question importante, hein. Ça c'est plus au niveau de notre structure. C'est important. Est-ce que les financements ont changé avec le confinement? Non, mais parce qu'on est obligé. Alors non, parce que là on a quand même eu on a eu des donations. Ça c'est quand même quelque chose. Ah oui, des dons de particuliers. Voilà, ou de mais on avait quand même prévu des formations. On avait quand même un budget qui était prévu avec des formations qu'on va pas pouvoir faire. Donc à un moment il va falloir voir comment on va faire pour pouvoir continuer à pouvoir. Poursuivre vos activités, tout simplement. Ouais. Donc ça c'est quelque chose d'essentiel. Il faut quand même le rappeler. C'est notre fonctionnement associatif qui doit perdurer. Après, au niveau des personnes, évidemment, comme disait Léa, c'est continuer notre service d'accueil, nous améliorer justement avec tout ce qui a été dit par rapport aux nouveaux moyens de communication. Aller dans la proximité et puis aussi je dirais vraiment à plus long terme, c'est espérer que ces questions qui ont été très présentes pendant la période du confinement ne s'arrêtent pas aujourd'hui et qu'on puisse continuer à avoir un grand débat dans notre société sur ces questions, parce que c'est un intolérable aujourd'hui. Il n'est pas possible dans notre société en 2020 d'être dans une société où il y a une femme qui meurt quasiment tous les 2 jours et demi en France. Le nombre de victimes de violences est très important. Les enfants exposés sont présents et je pense qu'il est important de se dire qu'on n'a pas à tolérer ça aujourd'hui en France en 2020 et dans le monde. Voilà. Donc mais ça c'est un débat vraiment... qui est de plus de long terme en fait. Oui, bien sûr. Mais tellement intéressant. Oui. On va prendre une dernière réaction. Alors, il y a 2 demandes sur est-ce que la ministre Schiappa a fait avancer les choses dans son engagement, dans sa façon... Le Grenelle, c'est elle qui l'a chapeauté. Donc, et incontestablement, la loi qui a été votée suite au Grenelle comporte des avancées pour la protection des femmes, pour la lutte contre les violences. Donc voilà, on peut pas le contester là. Beaucoup de personnes qui réagissent nous parlent également de leur émotion en voyant le film Jusqu'à la garde. Est-ce que une œuvre littéraire, grand public, un film comme ça qui a connu beaucoup de spectateurs, qui a eu des prix, est-ce que ça fait évidemment avancer le combat? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Alors, je pense que la dimension artistique est une dimension très importante pour aborder ces questions. C'est vrai qu'il y a eu ce film. Il y a aussi, on va dire, des chansons de rap ou de musique plus classiques. Polémique autour des Oscars, peut-être? Des Césars, pardon? Non. La polémique autour des Césars, même si bon, là, c'était encore un petit peu différent. Là, effectivement, c'est lié à la dimension artistique. C'est peut-être moins une expression artistique. Oui, c'est pas une œuvre artistique. Mais disons que les œuvres artistiques qui nous font réfléchir sur ces questions-là sont vraiment ça permet d'ouvrir une discussion de manière différente et ça touche différemment. Ça vient toucher notre sensibilité et je pense que c'est vraiment des choses qu'il faut diffuser. Il y a vraiment des ouvrages, il y a des BD, il y a des romans, il y a plein de choses qui sont importantes sur ces questions-là et de plus en plus avec des univers très différents et très intéressants. Merci. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus sur l'impact des artistes? Pour l'anecdote, en fait, quand le film Jusqu'à la garde est sorti, j'avais une audience dans cette période-là, et la juge a dit mais vous l'avez vu, moi je l'ai vu. Et donc elle qui traite au quotidien de ces situations-là, c'est une anecdote, mais j'ai senti que ça avait fait appel à autre chose chez elle. Finalement, les magistrats qui traitent à longueur de journée ces dossiers-là, c'est des dossiers, ils aperçoivent des pans de la situation, mais
peut-être que de voir un film et de voir la progression et de voir la terreur et voir l'emprise et de la palper finalement, parce que c'est vrai que le film il est extraordinaire là-dessus, hein. Il montre vraiment parfaitement le mécanisme. Alors oui, ça lui a parlé, ça l'a remué, et donc oui, c'est une œuvre qui est bénéfique, c'est sûr. Très bien, merci à nos deux invités, Anna Matteoli, donc directrice adjointe au j'ai du mal à le dire, je suis désolé, CIDFF, et Léa Toledano, sa présidente. Merci à vous, merci au Club de la Presse, il y aura d'autres événements de ce type, et puis merci à la librairie Kléber pour son accueil. Voilà, bonne fin de journée à tous. Et merci évidemment à Jean-François Gérard, à rue 89, de votre engagement pour la dans ce débat. proposition. Merci. Merci.